Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Innovative Industrial Property? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, IIPR, ici, comme son nom l'indique, c'est une compagnie ici qui exerce dans le secteur ici des rates, d'accord? Donc, ce sont des rates industriels, donc essentiellement dans le secteur du cannabis. On a déjà eu à analyser cette compagnie ici il y a quelques mois, donc il y a 5 mois. Donc, ici, c'est une demande spéciale d'un de nos abonnés du service Top Premium. Je rappelle ici que si vous voulez qu'on analyse également quantitativement aussi vos entreprises, vous pouvez le faire directement en vous abonnant au service Top Premium. Donc ici également, vous recevez chaque mois 2 analyses ici, des notes d'analyse sur les entreprises qui sont sous-évaluées selon moi. Et on effectue également les notes de suivi. Et pour les analyses fondamentales ici, donc quantitatives, vous pouvez demander le nombre, voilà, vous pouvez nous demander d'analyser n'importe quelle compagnie ici de manière quantitative. Et on va le faire dans les 7 jours qui suivent normalement. OK? So, ceci est dans ce service-ci plus autre chose, d'accord? Donc, je vous laisse aller découvrir ça. Le lien est dans la description de cette vidéo aussi et sur le premier commentaire sur cette vidéo. Donc, IIPR ici, comme je vous ai déjà dit, sur une rate ici, il est d'abord important de regarder dans quel segment d'activité on est. Si vous vous rappelez bien, on a fait également une analyse sectorielle ici il y a quelques temps. Donc, je rappelle que l'analyse sectorielle est disponible dans le service ici, dans le service Top Newsletter, qui est totalement gratuit ici. Donc, vous recevez des analyses sectorielles. On a eu à analyser le secteur ici des rates aux États-Unis et on s'était dit que, bon, enfin, par rapport à ce qu'on avait vu, que c'est un segment ici qui allait souffrir sur, notamment, enfin, techniquement, ça va dépendre de quel secteur d'activité. Par exemple, les entreprises ici qui exercent dans le secteur des bureaux, c'est un secteur qui allait souffrir parce qu'en fait, la façon de les habitudes ont changé, notamment avec la pandémie. Les gens travaillent de plus en plus à distance, donc les entreprises auront tendance à réduire la part de bureau ici dans leur portefeuille, d'accord? Donc les espaces de bureau, ils auront tendance à les réduire et ça a déjà commencé, ok? Les entreprises ici dans le secteur industriel vont bien se comporter. Ceux qui sont dans les warehouses, donc ceux qui sont, voilà, dans le secteur également, oui, c'est exactement, dans les entrepôts également, risquent bien se comporter, notamment par rapport à tout ce qui concerne ici le e-commerce, etc. Les entreprises qui sont dans le secteur ici de l'immobilier commercial, donc notamment ici les centres commerciaux, etc., ça dépend de quel centre commercial, quel type de centre commercial. Les centres commerciaux triple A, parce que dans les centres, les centres commerciaux ici, il y a plusieurs types. Donc, un centre commercial triple A, c'est un centre commercial qui est généralement situé dans une zone assez achalandée. On en a déjà parlé quand on faisait l'analyse ici de SPG. On ne va pas revenir dessus. Donc, tout va dépendre du type d'immobilier. Donc, ceux qui sont dans l'immobilier ici résidentiel auront tendance à bien se comporter également. Mais il faut faire attention dans ce secteur-ci à la dette. OK? Donc, quand on va analyser cette compagnie-ci, je rappelle toujours qu'on ne regarde pas les bénéfices nets sur un rate. Ça ne sert, ou bien une rate, ça ne sert strictement à rien. Il faut regarder les AFFO. Et pour avoir accès à cette information concernant les AFFO, ça veut dire quoi? Cash flow opérationnel moins la maintenance uniquement. OK, pas moins la dépense en capital, moins la maintenance uniquement. Donc, notamment, voilà, c'est pour ça que j'aime bien utiliser l'outil FastGraph parce qu'il me donne directement ce chiffre-là à ce niveau-ci. Et je suis sûr que il y a de grandes chances que l'information soit bonne parce que ça provient ici du service FactSet Research, qui est un service que j'aime bien, d'accord? Et je rappelle que c'est une entreprise qui est cotée également en bourse, si je ne me trompe pas. C'est exactement FactSet Research. Donc, pour les données financières ici, voilà, c'est très qualitatif. OK, donc les AFFO en question, je ne doute pas de la pertinence de ces AFF aussi, ainsi que les informations ici concernant les analystes, ok, donc les prévisions des analystes par rapport à ces AFFO là. Donc, n'empêche que pour ce genre d'entreprise-ci, on exerce dans l'immobilier, c'est l'immobilier ici, on va se dire commercial, mais c'est plus des entrepôts pour les entreprises exerçant dans le secteur ici du cannabis. OK, vous savez que c'est un secteur en croissance, OK? Et c'est exactement ça qui se passe ici aujourd'hui, c'est que le problème est issu justement du fait que ce secteur-là, vu qu'il est en croissance, les entreprises qui exercent dans ce segment d'activité-là sont encore instables. Je rappelle que l'immobilier, d'accord, les loyers, c'est une obligation. Donc, si vous faites faillite, c'est une dette. Donc, c'est une dette premium. Donc, c'est-à-dire que c'est une dette ici senior. Donc, c'est-à-dire qu'elle a autant de valeur qu'une dette ici adossée à de l'immobilier. Une dette ici adossée, on va se dire ici, à un actif réel. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si on fait faillite, vous payez d'abord les personnes à qui vous devez de l'argent issu des loyers, à qui vous devez des loyers, vous les payez en priorité. OK? Donc, faites attention. Donc, si vous avez de la dette non sécurisée ici, ça devient généralement en troisième place. OK? Ou en deuxième, dépendamment ici. Bref.
il faut savoir que même quand une entreprise fait faillite, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas payer la dette. Elle va être obligée de la payer ici, surtout si elle est en liquidation. On vend tous les actifs ici et vous payez quand même la dette. Donc, s'il reste quelque chose, bien sûr. Ici, vous allez constater que c'est une entreprise qui est en croissance. Oui, elle est en croissance. Je ne parle pas du prix de l'action ici. Vous savez que ce n'est pas le prix de l'action qui nous intéresse. Donc, en termes de revenus ici, on a une croissance des revenus. J'aime bien ça. Vous pouvez également regarder ici en termes de marge brute ici, où est-ce qu'on se situe. Mais la marge brute, vu que c'est un rate ici, on aura tendance à avoir une marge brute assez élevée. C'est tout à fait normal. Donc, ce que j'aime bien regarder également ici, c'est bien l'EBITDA. OK? Parce que l'EBITDA est très important par rapport à la dette ici. Donc, j'aime bien regarder l'EBITDA par rapport à la marge. Donc, on voit ici que la marge est assez élevée. C'est une bonne chose. Maintenant, l'EBITDA ici, la dette nette sur EBITDA, c'est quelque chose que j'aime bien regarder sur les rates. Donc, généralement ici, on va prendre une pause. Ici, dans les rates, la dette nette sur EBITDA est généralement très élevée. Ce sont des entreprises qui sont techniquement, qui sont faites pour avoir de la dette, en fait. Parce que cette dette-là est souvent adossée à des actifs nets ici. Et le problème maintenant, enfin pas le problème, l'avantage, c'est que cette dette-là est généralement de bonne qualité, surtout parce que vous avez des taux d'intérêt très très bas et également parce que vous pouvez faire rouler cette dette-là. Mais quand les taux d'intérêt augmentent, ça peut causer des problèmes. Donc, il faut généralement les rates privilégier les entreprises qui ont une dette nette sur EBITDA inférieure à 10. Vraiment, 10, c'est même le maximum du maximum et c'est même déjà assez élevé en mon goût. OK? Donc, sinon, regardez toujours la dette nette moyenne dans le secteur d'activité, dans le segment d'activité ici. OK? Donc, quand on prend ici la dette nette sur EBITDA pour cette entreprise, on se rend compte que la dette nette sur EBITDA est aux alentours de 1. Elle n'a presque pas de dette. Et elle est encore en croissance. Donc, c'est-à-dire que tout l'argent qu'elle récupère ici, elle investit massivement ici pour soit construire soit racheter de nouvelles propriétés ou bien agrandir les anciennes propriétés. Et c'est une bonne chose parce que quand la dette nette quand on n'a pas de la dette comme ça, c'est-à-dire qu'on a la capacité de souffrir, d'accord? Donc, déjà, la stabilité financière de cette compagnie-ci n'est pas un danger. Maintenant, ça va dépendre maintenant des clients. Parce que le problème ici, c'est que le problème dans cette compagnie-ci, c'est que les clients sont fragiles. OK? Les clients sont fragiles. L'immobilier est 100% loué, mais les clients sont fragiles. Donc, et comme je vous l'ai expliqué ici, regardez dans les rapports financiers qui sont ces clients-là, quel pourcentage du portefeuille ils représentent. Et quand on lit à peu près les derniers développements, ici, il y a certaines entreprises qui avaient des défauts de paiement sur les mois précédents, mais qui ont réussi à les payer à la fin du mois. Donc, c'est-à-dire qu'elle est également indispensable pour ces entreprises-là pour qu'elles continuent à produire. Et ce n'est pas parce qu'une entreprise va faire faillite. Faillite ne veut pas dire que le business s'arrête complètement. Ça veut dire qu'on va restructurer la dette. Okay? Et quand on restructure la dette en question, généralement, les loyers sont payés en priorité. OK? Donc, pour que l'entreprise puisse continuer à fonctionner. Sinon, on vous met dehors, mais vous remboursez quand même. Bref, on revient ici. Donc, en date d'aujourd'hui, nous avons à peu près une dette nette sur EBITDA assez jouable. Donc, c'est parfait ici. Elle est bien structurée ici. Maintenant, on va passer, voilà, aux alentours. On va regarder ce qu'on appelle le AFFO. Hormis d'abord le fait de regarder l'évolution ici du nombre d'actions par action, du nombre d'actions ici, d'accord? Donc, on voit ici que le nombre d'actions a drastiquement augmenté avec la croissance de cette compagnie-ci, d'accord? Donc, on a à peu près 27 millions ici. C'est pas plus grave que ça si les bénéfices nets par action augmentent également. Ou bien si les AFFO par action augmente également. Et pour avoir cette information concernant les AFFO, malheureusement, vous allez devoir passer par l'outil FastGraph. Mais vu que je l'ai ici aujourd'hui, tout le monde peut en profiter. OK? Donc, vous voyez ici que, voilà, on arrive à voir ici comment on appelle ça, on arrive ici à voir le AFFO, d'accord? Donc, c'est ici qu'il faut regarder. Ce n'est pas le bénéfice net qu'on va regarder parce qu'en termes de bénéfice net, vous aurez 6,84$, enfin, vous aurez 5,40$ en 2022. Mais si on regarde les AFFO, techniquement, on a quelque chose aux alentours ici de 8,35$, ok? Et je rappelle que si vous regardez des bénéfices nets ici par action, vous allez avoir tendance à vous dire que, oh, elle ne peut pas payer le dividende, etc. Le PE ratio est très élevé. Non. Non. C'est le AFFO qu'il faut regarder. OK? Donc, une fois que vous avez regardé le AFFO, il faut chercher le cap rate. Le cap rate, c'est une sorte de PER pour les entreprises qui exercent ici dans l'immobilier. C'est-à-dire ici que quel est le rendement par rapport à vos coûts, par rapport au loyer payé ou bien par rapport à vos coûts d'acquisition en date d'aujourd'hui. C'est à peu près la même chose. Et dépendamment de l'actif que vous avez, le cap rate peut être totalement différent. Donc, tout dépend de la qualité de cet actif-là. Donc, faites attention au cap rate ici. OK? Donc, ce qu'on va prendre ici aujourd'hui, d'accord, ça reste une estimation du cap rate en se basant sur la moyenne ici de ce qu'on pourrait avoir au niveau des PE, des price to AFFO. Ici, je prendrais 20 fois les AFFO, c'est-à-dire que c'est un cap rate de 5%. OK? Donc, ce qui veut dire ceci. En date d'aujourd'hui, nous avons une compagnie ici, qui est à peu près 8,35$ par action.
D'accord, ça c'est on s'attend à 8,41$ en 2023 et que ça c'est une estimation et il faut toujours aller regarder l'estimation des analystes. Et ce qui est bien, ce qu'on a déjà parlé de cette compagnie, vous allez voir que l'estimation de ces analystes-là a changé un tout petit peu parce qu'en 2024, on était à peu près à 10$ par action. Là, on est à 9,14$. Donc, on a, comment dire ça, on est un tout petit peu plus pessimiste par rapport au futur, mais ça peut dépendre également du fait que est-ce que l'entreprise n'a pas augmenté le nombre d'actions ici? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Donc, quand on regarde ici les Analyst Scorecard, c'est l'une des choses ici également pour lesquelles j'aime bien cet outil-ci. Donc, comme je l'ai dit, j'ai pris le Fast Graph ici, surtout pour les compagnies immobilières, parce que j'ai accès à la bonne information rapidement, sinon je dois aller fouiller les rapports financiers, parce que oui, cette information, elle existe dans les rapports financiers. Ne prenez pas les FFO, les AFFO. Oh, je le dis bien. Donc ici, vous allez voir ici que sur une période de 2 ans, ils ont généralement raison. Mais attention, il n'y a que 6 analystes ici. D'accord, c'est pas que c'est beaucoup. Mais il faut également constater que c'est une nouvelle entité ici. Donc il faut vous dire que est-ce qu'il n'y a pas un historique ici de... Voilà. Ils n'ont pas un bon historique ici en termes de... Enfin, l'historique n'est pas assez solide. On va le dire comme ça. Mais bon, les rates sont généralement assez prévisibles. OK? Donc, quand on va prendre un FFO de 20 ici, donc c'est-à-dire qu'un cap rate de 5%, je rappelle ici. Donc, c'est ce qui veut dire que en date d'aujourd'hui, si on prend uniquement ce qui est attendu en 2023, 8,41$. En date d'aujourd'hui, quelle est la dette nette qu'on a ici? D'accord? On a une dette nette de combien? On a une dette nette ici aux alentours de, si on prend la différence, on n'a pas de... ici, il nous mentionne qu'on a plutôt du cash net, si on ne se trompe pas. Donc, la dette nette est presque insignifiante ici. Ça, c'est par rapport à cette information-ci. Faites attention ici. Quand je regarde ici, au niveau de la dette nette, on me mentionne qu'on a quand même de la dette. Donc, je regarde ici au dernier trimestre, on a à peu près 224 millions. Bon, admettons qu'on a 224 millions de dettes. Admettons également ici qu'on a 27,19 millions d'actions. OK? Donc, je prends ici 27,19 multiplié ici par combien? On attend combien l'année prochaine? À peu près 8,41$ si le nombre d'actions ne change pas. Donc, fois 8,41, ça nous donne ici au total 228, d'accord, millions. 228 millions ici, c'est le AFFO moyen, multiplié par 20 fois les bénéfices, donc un cap rate de 5%. Techniquement, si vous voulez, si je fais x1 ici, je vais diviser ici, on fait 4 de 5%, ça fait, on divise par 0,05, ça nous donne ici au total 4,573 moins la dette nette. On a vu ici que la dette nette est de combien? 224,34. Donc, on va prendre ici 224,34. Et je rappelle qu'il faut toujours aller regarder là les rapports financiers pour avoir également cette information-là. OK? Donc, on a moins 224 ici, 0,34. Divisé par le nombre d'actions. Donc, en date d'aujourd'hui, on a à peu près 27,19. Donc, divisé ici par 27,19. Ça donne ici au total une valorisation aux alentours de 160$ à l'action. Et attention, c'est parce que j'ai pris ce qui est estimé en 2023. Je rappelle que sur la dernière vidéo, on était allé jusqu'en 2024, mais je vais déjà me limiter à 2023. On constate que si on se limite juste là, on a à peu près quelque chose qui pourrait aller aux alentours ici des... Voilà, on a une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Si je prends ce qui est attendu dans le futur ici, on pourrait se dire également qu'on a une opportunité d'investissement. D'accord? Mais attention, quel est le piège derrière? Comme je l'ai toujours dit, quand vous constatez qu'il y a une opportunité d'investissement, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que le marché anticipe que moi je ne vois pas présentement. Parce qu'ici on parle encore de chiffres. Est-ce que c'est parce qu'on a nous avons ici une entité ici qui est presque insolvable? Il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation à la Medical Property Trust, d'accord, qui a ses propres soucis ici présentement. OK? Donc il faut aller regarder en profondeur. Posons-nous la question par rapport à la solvabilité de nos clients. OK? La solvabilité des personnes qui louent chez nous. D'accord? Il faut faire attention ici. Sinon, si nous avons un gros client ici qui arrête de payer du jour au lendemain, ça pourrait impacter négativement les AFFO ici, donc ça pourrait impacter négativement le dividende. Parlons donc du dividende. Nous avons un dividende ici, un rendement de 7,87% en date d'aujourd'hui. Je rappelle que si l'entreprise vous reverse les AFFO moyens actuels, d'accord, la totalité, vous aurez plutôt un 9,13%. Si on vous reverse la totalité des AFFO actuels, je dis bien la totalité, vous aurez un rendement de 9,13%. Donc ce dividende-ci, il est safe. OK? On est certainement à la limite supérieure ici, mais il faut également vous dire que c'est une entreprise qui n'a presque pas de dette. Donc, si elle n'a presque pas de dette ici, elle a la capacité de pouvoir payer ce dividende-là. Donc, ça veut dire que elle a la capacité de pouvoir payer ce dividende-là. Donc, ça veut dire que techniquement, le dividende, généralement, quand on le paye, il nous reste à peu près 14% par là, donc à peu près 31 millions ici pour rembourser la dette. Donc, c'est à peu près gérable par rapport à la dette qu'on a présentement ici aujourd'hui. Donc, je dirais que IIPR, donc Innovative Industrial Property est une opportunité d'investissement, mais maintenant, il faut aller un tout petit peu plus loin que les chiffres en date d'aujourd'hui, et ça, c'est votre rôle.
D'accord? Donc, ceci n'est que mon avis, d'accord? Et je peux également me tromper. Et je pense que par rapport à ce qu'on avait précédemment ici, je vous ai rappelé que je n'ai pas pris jusqu'en 2025 ou 2024. Je me suis limité à ce qu'on attend en 2023 en voyant également ici qu'on s'attend à ce que les AFFO augmentent dans le temps, d'accord? Ça serait déjà bien d'arriver à 160 $ l'action en date d'aujourd'hui. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et pour ceux qui veulent aller plus loin, le service Top Premium est dans la description de la vidéo et ainsi que dans le premier commentaire épinglé, ainsi qu'également le service ici Top Newsletter, lui qui est gratuit. Merci.